Joseph Maïla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut international de prospective. Je rappelle que vous êtes spécialiste de relations internationales, spécialiste notamment des conflits et des religions, mais pas uniquement. Vous êtes actuellement à l'ESSEC comme professeur de géopolitique et où vous dirigez également un programme, le programme médiation de l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation. Ancien doyen de la faculté des sciences sociales et économiques et ancien recteur de l'Université catholique de Paris, vous avez été directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères et puis vous avez occupé un certain nombre de fonctions d'expertise dans des institutions internationales, notamment la francophonie. Nous allons vous interroger aujourd'hui sur la situation du Proche-Orient, situation qui évolue rapidement, avec beaucoup d'interrogations qui se posent sur les incertitudes, d'éventuelles stabilités qui pourraient surgir. Et donc ma première question concerne l'Iran. Il y a eu un accord récemment sur le nucléaire iranien qui demande encore confirmation. Que pensez-vous de cet accord? Pensez-vous que c'est un accord qui sera durable, effectif et donc on peut évoquer ou envisager une stabilité régionale ou un retour, au moins dans un premier temps, de l'Iran sur la scène internationale, une sorte de normalisation des relations avec l'Iran? Écoutez, merci beaucoup. D'abord, merci de m'accueillir à l'Institut international de prospective. Et alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à une question aussi difficile, mais ce que je voudrais dire concernant cet accord qui est crucial, qui a été signé entre le 5+1 et l'Iran, l'accord du 2 avril, qui attend, comme vous l'avez dit, d'être confirmé aux alentours du 30 juin, puisque c'est là où on se donne le temps de finaliser, où ils se donnent le temps, les parties prenantes, de finaliser cet accord. On peut dire que c'est un bon accord. On peut dire que c'est un bon accord parce qu'il permet à la fois de fixer le cadre d'évolution des relations entre l'Iran et le Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Deuxièmement, c'est aussi un bon accord parce qu'il permet de montrer que, effectivement, l'Iran a compris que le programme militaire était un programme qu'il fallait arrêter. Elle accepte de réduire le niveau d'enrichissement de l'uranium, par exemple, à 3,5%. L'Iran accepte aussi de limiter le nombre de ses centrifugeuses, 19 880 qu'elle ramène à 6 100. Le retour aussi des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, la négociation a réussi à contenir l'Iran dans le cadre du TNP, du traité de non-prolifération de 68, qui ordonne aux États nucléaires ou qui veulent se doter de l'énergie nucléaire de s'en tenir à un programme privé ou d'usage pacifique, comme on dit, de l'atome. Et d'un autre côté, effectivement, l'Iran trouve un intérêt maximum dans cet accord, dans la mesure où les sanctions ne vont plus peser sur elle. Et puis, immédiatement, les entraves au commerce avec l'Iran vont revenir. Donc, on peut s'attendre pour les mois à venir. Il faut attendre la date du 30 juin. Mais on peut s'attendre effectivement sur le moyen terme à une ouverture du marché iranien et un retour de l'Iran, j'allais dire d'abord commercial, parce que l'Iran est un pays riche et un pays qui a besoin de tout. Pendant des années maintenant, les embargos ont été mis en place. Je rappelle qu'il y a 3 types de sanctions sur l'Iran. Il y a des sanctions onusiennes, il y a des sanctions européennes, il y a des sanctions américaines qui sont propres. Donc la levée de ces sanctions, la fin du gel des avoirs iraniens dans les banques, notamment occidentales, le retour à des pratiques de commerce qui avaient été très surveillées, notamment entre l'Iran et certains pays du Golfe, tout cela va être levé. Et donc on sait que l'Iran va avoir de l'argent et que l'Iran est un marché... j'allais dire, extrêmement grand et en pleine reprise. Et maintenant, il y a toute la reconstruction à penser. Quels sont les secteurs qui vous semblent les premiers secteurs concernés par cette libéralisation des relations avec l'Iran? J'allais dire tous les secteurs, mais d'abord les secteurs de l'industrie, c'est-à-dire les machines-outils, tout ce qui a trait au pétrole, puisqu'on sait que pour faire repartir, l'Iran ne raffinait plus son pétrole, devait exporter du pétrole brut parce qu'elle était incapable de le raffiner sur place. Donc là aussi, on va avoir besoin d'une expertise occidentale, on a besoin de pièces de rechange, pour parler un peu vulgairement. Tout cela est à réhabiliter. L'agroalimentaire aussi, qui va pouvoir repartir. La construction. Donc je pense que
tout va être mis en branle. Ceci dit, il faut savoir aussi que l'Iran est une société, j'allais dire, de haute culture. Oui. Les universités ont continué à fonctionner. C'est une université où les jeunes étudient. Il y a une baisse de la natalité parce que les femmes vont plus longtemps ou restent plus longtemps à l'université pour poursuivre leurs études. Donc on a affaire à une société extrêmement fine, de haute culture, très bien formée. Oui. Bien formée sur le plan universitaire, tout cela. Et donc tout cela va pouvoir repartir. Il y a des perspectives qui sont énormes qui vont s'ouvrir. Le problème dans tout cela, c'est l'environnement régional. Oui. Parce que... Alors j'allais justement vous demander, vous avez évoqué effectivement cette première phase d'ici la fin juin de consolidation des accords, mais on sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt opposés, que ce soit aux États-Unis, en Iran ou un certain nombre de pays qui participent à la géopolitique de la région. Si l'on devait surveiller des points ou essayer d'observer des signaux faibles qui sembleraient indiquer dans le futur que la situation va évoluer positivement ou au contraire négativement. Quels seraient ces signaux faibles sur lesquels on pourrait s'attacher ? Alors, il y a deux types de vigies qui vont monter très vite en puissance. Il y a d'abord un accord qui ne satisfait pas la partie républicaine aujourd'hui du Congrès américain, et je pense que là, ils vont être extrêmement vigilants. Ça ne veut pas dire que M. Obama ne sera pas vigilant, parce qu'il y a un temps de 10 ans durant lesquels, effectivement, il va y avoir un gel. La période, si l'Iran voulait revenir sur l'accord, il lui faudrait au moins 1 an pour pouvoir revenir à ce qu'on appelle faire le breakthrough et repartir sur l'enrichissement d'uranium. Ça ne sera pas donné du jour au lendemain. Et donc les États-Unis, et notamment le côté républicain. Deuxièmement, Israël, qui n'est pas du tout rassuré sur les véritables intentions à long terme de l'Iran. Et troisièmement, j'allais dire, tout l'environnement régional. Oui. L'Iran est suspecté d'avoir ou de vouloir mener ou de mener déjà une politique de puissance dans la région. Et donc on a 3 grands États là qui vont véritablement braquer leur phare ou leur feu sur l'Iran, l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Avec à la clé le danger qui est, au fond, si l'accord a servi à une chose, c'est de faire de l'Iran une puissance nucléaire militaire. Mais l'accord n'a pas empêché une chose, de faire de l'Iran une puissance capable d'avoir la bombe. Ça reste à l'état entre de la potentiel. Capacité et la production, effectivement, il y a ce breakthrough d'1 ou 2 ans qui permettrait de le faire. Donc la capacité, elle est acquise. Et beaucoup de critiques disent on a trop longtemps négocié, 10 ans de négociation. Pendant ces 10 ans, effectivement, la recherche progressait en Iran. Et ils se sont arrêtés à ce que nous appelons, dans le jargon des relations internationales, ce n'est pas un État atomique, c'est un État du seuil. Donc, effectivement, ils sont au seuil. Vous avez évoqué différentes puissances, on ne peut pas toutes les passer en revue. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la situation en Égypte, à la fois sur le plan régional, justement, le positionnement géopolitique de l'Égypte, et puis comment vous percevez l'évolution intérieure avec ce nouveau régime qui se met en place et qui semble bénéficier d'un soutien international? Ah oui, soutien international de la part de tous, aujourd'hui dans le contexte de montée du terrorisme aujourd'hui au Proche-Orient. Alors très rapidement, l'Égypte est un État central. Au Proche-Orient, c'est le plus grand État arabe, c'est la plus grande population, la centralité géographique et la centralité politique. Deuxièmement, l'Égypte est un peu le gardien du sunnisme régional. Il le dispute à l'Arabie saoudite, mais on ne peut rien faire. L'Arabie saoudite n'a pas les moyens ni militaires, elle a les moyens économiques, mais elle n'a pas les moyens ni politiques ni militaires de l'Égypte. Troisièmement, l'Égypte est capable a une force d'entraînement considérable dans la région. Elle peut entraîner d'autres États et devenir véritablement leader régional, ce qu'elle a toujours occupé comme poste. Et donc l'ambition du maréchal Sissi, c'est de refaire, je vais m'avancer un peu, l'Égypte de Nasser, mais pas la même Égypte, mais l'Égypte de l'influence qu'elle avait à l'époque, effectivement, à l'époque de Nasser. Véritable acteur régional. Ceci dit, et puis aussi, on a vu lors de la dernière conférence de Sharm el-Sheikh, il y a à peine un mois, tous les grands bailleurs de fonds qui étaient présents avec un appui. Pourquoi un appui? Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est déstabilisée, on peut le dire,
mais de l'intérieur, notamment au Sinaï, avec des proliférations de Daesh. L'Égypte, sans être déstabilisée, le mot est un peu fort parce que l'Égypte est relativement stable, mais du côté du Sinaï et du côté de la Libye, donc du côté ouest et est, l'Égypte connaît des mouvements où se trouve à la lisière de deux États ou de deux régions qui sont véritablement des régions de prolifération du terrorisme. Et là, la confiance est absolue dans l'Égypte aujourd'hui pour mettre un peu les choses dans l'état. Et l'Égypte est un grand pays de consommation interne, de construction, un grand pays où l'industrie peut repartir avec une main-d'œuvre relativement à bon marché. Donc, beaucoup d'espoir économique. Hein. Et l'argent qui vient du Golfe, comme des puissances occidentales d'ailleurs, est quelque chose qui s'annonce prometteur. Et puis le tourisme, bien entendu, qui est une des grandes sources de revenus. Et alors, dans ce monde qui est extrêmement divers, vous venez de le souligner, avec des antagonismes extrêmement forts, est-ce que vous estimez que la France a aujourd'hui une diplomatie claire? Ou est-ce que quand on s'allie avec l'un, on est l'ennemi de l'autre? Ou est-ce qu'on pêche par excès de prudence? Ou est-ce qu'on arrive à... Est-ce que pour ces pays-là, il y a une politique française, on ne va pas dire arabe, ce serait un peu limité, mais justement sur ce Moyen-Orient? Écoutez, vous me facilitez la réponse. Oui, la politique est claire, puisqu'on s'est allié avec les uns, et dont vous ne parlez pas les autres. Les uns s'appellent l'Égypte, s'appellent l'Arabie Saoudite, s'appellent la Turquie d'une certaine manière, bien que ce soit un allié un peu spécial. Mais disons, la priorité aujourd'hui est de faire front donc face au terrorisme, puisque nous sommes impliqués aussi dans les bombardements de la coalition. Alors nous ne sommes pas concernés par la Syrie, mais d'autres sont concernés à la fois, qui font partie de la coalition, des 10 de la coalition sont concernés autant par la Syrie que par l'Irak. Donc la France a une politique claire dans la mesure où elle a choisi un camp, elle a mis des priorités qui sont la lutte contre l'État islamique, ou le mouvement de l'État islamique. Elle a aussi une politique qui est claire vis-à-vis de la Syrie, bien qu'on puisse la discuter, bien entendu, mais elle est claire. Nous avons toujours estimé que le départ du président Assad est un préalable. Aujourd'hui, bien entendu, on a un peu révisé cette position. Et il y a une politique claire dans la mesure où, effectivement, la France, je le rappelle, a tenu la première réunion au Conseil de sécurité où se trouvait le ministre Laurent Fabius sur les chrétiens d'Orient. Donc elle a alarmé, elle a alerté la conscience internationale au plus haut niveau. Mais pour aller au Conseil de sécurité, il faut estimer, il faut que le Conseil estime que les questions qu'il traite ont trait à la sécurité, à la paix internationale. Donc ce n'est pas rien, si j'ose parler comme ça de manière tout à fait directe, d'avoir réuni le Conseil de sécurité sur des questions du chrétien d'Orient en faisant considérer cette question comme étant essentielle pour la paix et la stabilité internationale. Dernière question précisément sur ce sujet. Quelles seraient les mesures ou les recommandations que vous pourriez donner aujourd'hui au gouvernement français ou à l'Europe pour continuer cette mobilisation autour des chrétiens du Proche-Orient? Je rappelle que dimanche, c'est-à-dire hier, le pape a lancé un nouvel appel à Rome pour une mobilisation internationale sur ces minorités chrétiennes. Oui, je crois qu'on ne fera rien tout seul dans une affaire aussi importante. La situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui relève de la tragédie de civilisation. Il ne s'agit pas d'une question incidente, ce n'est pas d'une question qui est aujourd'hui en pleine lumière et qui demain disparaîtra et on retrouvera un statu quo hanté. Ce qui se passe aujourd'hui a quelque chose de l'irréversible en ce qui concerne ces pays de vieille chrétienté. Donc il faut absolument refaire des paix qui soient des paix régionales d'abord, parce qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table. Deuxièmement, des paix viables au niveau des États. Et troisièmement, considérer que la politique des droits de l'homme n'est pas suffisante en soi si elle ne s'accompagne pas de mesures positives pour la participation des minorités à la vie politique. En d'autres termes, dire effectivement tous les hommes ont les mêmes droits et s'en tenir là et aller voir ensuite le comité international, le comité des droits de l'homme à Genève pour voir si on respecte telle ou telle chose ne marchera pas. Il faut que
associer des minorités à des politiques de pouvoir, à des politiques de gestion de la vie locale, et ne plus considérer les chrétiens, d'ailleurs ils ne veulent pas être considérés comme cela, comme des minoritaires, mais comme des citoyens à part entière. Alors il y a un petit espoir dans cette brume, dans cette nuit noire dans laquelle on se trouve aujourd'hui, puisqu'on a considéré que les printemps arabes étaient derrière nous, et qu'aujourd'hui on rêvait printemps arabe et on a en face le cauchemar de la barbarie de l'État islamique. Il y a cette idée, au fond, que dans le contexte d'un monde qui change, cet appel à la citoyenneté qu'on a vu à un moment donné en Égypte, qu'on va revoir bientôt en Syrie, je l'espère, une fois que les choses se seront tassées, ces idées vont continuer à progresser. Mais ces idées ne progresseront pas toutes seules si on n'accorde pas toutes les mesures de sécurité suffisantes. Il faut arrêter les ingérences d'États qui financent le fondamentalisme. Enfin, bon, je veux bien que le fondamentalisme, pour certains, soit une idée magique, mais sans financement, sans appui, on ne parlerait pas d'un État islamique qui dispose de missiles, de chars, de véhicules blindés. Enfin, on n'est plus dans le terrorisme classique. Oui. On est dans le terrorisme qui prend d'ailleurs... L'État islamique s'appelle l'État, précisément, qui veut se doter de tous les attributs de la puissance territoriale. Oui. C'est cela qu'il faut empêcher très vite. Merci beaucoup, Joseph Maïla, pour ces propos. Merci de m'avoir reçu et bonne chance à l'Institut international de prospective. Merci.